Bonsoir et bienvenue à nouveau sur Mediapart et sa soirée spéciale élection européenne. Après avoir disserté de l'abstention, après avoir livré les premiers enseignements, les premières analyses à chaud des élections européennes en France, qui a vu le Front National arriver de peu en tête face à la liste d'Emmanuel Macron et une relative poussée des écologistes en troisième position et un effondrement de la droite républicaine. Nous allons désormais nous intéresser au scrutin européen et au reste des votes ailleurs sur le continent. Pour en parler, nous retrouvons Christophe Bouillot, qui était donc là dans le plateau d'avant, qui est spécialiste de l'Italie, qui a aussi travaillé ces derniers temps sur le Brexit et qui est professeur de sciences politiques à l'université de Grenoble. À ses côtés, un autre grenoblois, Fabien Escalona, journaliste à Mediapart, qui est entre autres multiples talents responsable du Mediapart Live, mais également qui suit pour nous les affaires de social-démocratie, notamment en Europe et dans le monde, puisque Fabien Escalona est à peu près la seule personne qui est capable d'exploser de joie quand un parti néo-zélandais l'emporte dans une deuxième ville du pays. Enfin, c'était un personnage assez étonnant. Merci pour cette introduction. C'est une présentation un peu... Ludovic Lamant à ses côtés. Ludovic Lamant, journaliste à Mediapart, a été pendant plus de 6 ans correspondant à Bruxelles pour Mediapart, où il a suivi les arcanes du Parlement européen et de la Commission et des institutions en général. Ludovic Lamant est également en charge de l'actualité européenne avec, à ses côtés, Amélie Poinceau. Amélie Poinceau qui, elle, est davantage, a le regard davantage tourné vers l'Europe orientale, on va dire, puisqu'elle vient de faire paraître un livre que je vous recommande, qui s'appelle Dans la tête de Viktor Orban aux éditions La Découverte. Actes Sud. Actes Sud, pardon, désolé, aux éditions Actes Sud, autant pour moi. Et Amélie, qui a été, avant d'être notre journaliste Europe éminente à Mediapart, était également notre correspondante en Grèce, où elle est retournée, comme elle l'a raconté dans la première heure de cette soirée. Avant de commencer de dresser un premier panorama général, comme c'est quand même un petit peu la déprime et la loose, ce soir, on a décidé de se tourner vers Ludovic Lamant pour nous offrir un petit peu une bonne nouvelle sur le front européen et notamment de l'autre côté des Pyrénées. Okay. Ludovic. Oui, donc on commence par l'Espagne. Alors je ne sais pas, chacun voit un peu la bonne nouvelle. Pour l'instant, on parle de sortie des urnes. L'Espagne, ça prend beaucoup de temps pour avoir les résultats très précis, et en particulier sur les villes. Donc ce qu'il faut dire peut-être d'abord, c'est qu'il y avait des élections européennes, mais aussi régionales et municipales en Espagne, et notamment avec des enjeux qui nous intéressent très fortement à Mediapart, puisqu'il y avait la question de la réélection de plateformes citoyennes, et notamment Ada Colau, la maire de Barcelone, qui a incarné comme ça, qui est une activiste, qui vient du mouvement indigné, et qui se présentait à sa réélection contre un certain Manuel Valls, notamment, et beaucoup d'autres candidats. Alors, pour l'instant, en sortie des urnes, ça a l'air très serré, mais elle arriverait en tête avec les indépendantistes catalans de gauche, donc 2 candidatures autour de 22%, et Manuel Valls serait entre la 4e et la 5e position, ce qui fait qu'il passe à côté de son pari de récupérer la mairie de Barcelone. Ça passe bien à côté, même. Il passe très très bien à côté. Oui, alors après, sortie des urnes, hein, donc il faut faire attention à comment les sondages vont s'affiner au fil de la soirée. Mais ce qu'on peut dire, c'est que du coup, elle pourrait, c'est pas exclu, comme je rappelle, c'est une proportionnelle à un tour, c'est pas exclu qu'elle réussisse à faire une alliance pour conserver le pouvoir. On va suivre un peu peut-être en détail après les résultats des européennes, en Espagne aussi, mais disons qu'on avait aussi envie de commencer par ça parce que c'était un scrutin un peu symbolique. Et quel est le score estimé à l'instant de Manuel Valls J'ai pas noté. Bonne question. Je voulais savoir s'il faisait plus ou moins qu'à la primaire socialiste. Non, il était plus en dynamique quand même en Espagne. Je ne peux pas te dire ça. J'ai noté 22% pour les listes de départ, mais pour les listes en tête. On n'a pas les petits candidats, quoi. Comme Manuel Valls. Très bien.
Alors, parlons européenne maintenant, dans les autres pays que la France. Ça a voté aussi. Amélie, fais-nous un premier bilan. Tout à fait. Alors, avec toutes les réserves à cette heure-ci, qu'on n'a pas encore tous les sondages de sortie des urnes des 28 pays, notamment des gros pays, on n'a encore aucune idée, c'est l'Italie, la Pologne, entre autres. Donc, on se base quand même sur des éléments très, très provisoires et en termes de projection, donc, des projections ont déjà été un petit peu faites au niveau du Parlement européen. Donc c'est encore à prendre avec des pincettes. Mais ce dont on est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a un recul des deux grandes familles politiques européennes que sont d'un côté la droite du Parti populaire européen, le PPE, et de l'autre côté les sociaux-démocrates. Ces deux grandes formations, a priori, sont en recul. Et on a deux progressions assez notables qui sont d'un côté les Verts, le groupe des Verts au Parlement européen, et de l'autre, les libéraux. Alors tout ça, encore une fois, est à prendre avec des pincettes, puisqu'il va y avoir aussi des tractations dans les prochains jours et les prochaines semaines, puisque certains partis politiques nationaux peuvent passer d'un groupe à l'autre. Mais si on prend comme repère le Parlement précédent, voilà pour ce qui est des grands groupes, en tout cas. Et pour ce qui est des extrêmes droites, qui étaient déjà éclatées entre trois groupes différents, il est difficile aussi de se prononcer. Mais en tout cas, le parti où siégeait le Rassemblement national, Europe des Nations et des Libertés, a priori est en nette progression, lui aussi. C'était en fait le dernier groupe des extrêmes droites au Parlement européen dans le Parlement précédent. Donc ça pourrait devenir l'un des groupes phares des extrêmes droites. Et puis un dernier groupe qui est le groupe des conservateurs et réformistes européens, lui serait à peu près stable. C'est le groupe où siège notamment Debout la France de Dupont-Aignan et le PiS, le parti Droit et Justice polonais qui est au pouvoir en Pologne. Voilà pour le tableau général à affiner évidemment en cours de soirée. Fabien Escalona, tu voulais rajouter Oui, non, mais pour prolonger ce que vient de dire Amélie, c'est aussi faire remarquer que même s'il y a peut-être un peu moins de grandes surprises ou de percées aussi symboliques qu'il y avait eu il y a 5 ans, en 2014, on est à peu près dans le même paysage où on a effectivement les deux grandes familles dont parle Amélie, socialistes et conservateurs. C'est traditionnellement les grands partis de gouvernement qui gouvernent les démocraties européennes depuis 1945 ou depuis un peu moins longtemps pour ceux qui ont fait leur transition démocratique plus tard, et que ces grands partis de gouvernement, comme aux élections législatives nationales d'ailleurs, continuent en fait à perdre du terrain au profit d'autres forces, qu'elles soient un peu centristes ou qu'elles soient sur les marches du spectre politique. Donc ça, c'est important de le souligner. Et j'ajoute une chose qui a été soulevée par un politiste là, que je lisais sur Twitter, qui faisait remarquer qu'apparemment, donc, dans les grands pays, ceux qui ont les plus grosses délégations, les grands partis perdent assez significativement. Et qu'en revanche, ces grands partis-là se maintiennent ou progressent dans les plus petits pays qui ont des petites délégations. Et donc ça va aussi avoir une incidence, on va le voir, dans l'équilibre intérieur des groupes. Et à ce... Si je peux, juste là-dessus. Vas-y, Ludovic, le temps que je dise que Manuel Valls, ça fait 12% à Barcelone, selon les premiers résultats. Non, là-dessus, par rapport aux dynamiques effectivement politiques, ça va être intéressant pour le Parlement qui arrive. Parce que c'est vrai, on l'a dit, la politique était vraiment au Parlement européen un peu étouffée par la coalition entre la social-démocratie et les conservateurs du PPE. Et là, de fait, avec un paysage un peu plus éclaté, avec des écologistes en progression, on parle qui passerait de 50 sièges à 69 ou 70 sièges, et des libéraux, donc peut-être le groupe dans lequel atterrirait Emmanuel Macron, qui passerait de 67 à 100 sièges. Du coup, ça veut dire qu'on a un paysage où il y aurait peut-être un peu plus de politique parce que moins d'alliances évidentes à faire en amont. Et donc, du coup, peut-être plus de coalitions à chaque fois à construire sur des textes différents. Ça veut dire aussi des choses peut-être plus intéressantes à voir et plus surprenantes, en tout cas, au fil du mandat. Ça serait une logique bipartite à quadripartite, un peu, quoi. Non, et même avec beaucoup plus d'alliances qu'on peut imaginer beaucoup de choses. En fait, là, effectivement, les contours des groupes restent encore à faire et tout. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça va être moins prévisible, la politique au Parlement. Et c'est pas une mauvaise chose. D'autant qu'il n'est pas du tout gagné que le PPE et les sociaux-démocrates forment une majorité. Là, selon les projections qu'on a à cette heure-ci, ils n'ont pas la majorité absolue au Parlement européen qui compte, je le rappelle, 751 eurodéputés. Et l'autre élément très important, je trouve, de ce soir, c'est aussi qu'on a une participation en hausse sur l'ensemble du continent. On en a déjà parlé dans le premier plateau, mais ça se confirme que dans de nombreux pays, la participation était en hausse. Et aussi parce que dans certains pays,
pays, les élections européennes étaient couplées avec d'autres élections et même un référendum dans le cas de la Roumanie qui arrive ce soir avec un taux de participation de plus de 50%. En Roumanie ? Oui, alors qu'en 2014, à peine 32% des électeurs avaient voté. D'accord. Christophe Houillot, qu'est-ce que ça vous inspire, cette première vague d'analyse et de résultats? La première chose qu'il faudrait dire, c'est qu'en général, le récit ordinaire journalistique des élections européennes en France a été donc l'opposition avec, en gros, La République En Marche, l'extrême droite. Et il y a un discours aussi général sur la montée du populisme en Europe qu'on retrouve dans le reste de la presse européenne. Bon. Et qui est, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce discours, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que les choses sont plus compliquées que ça. Il y a une montée en puissance des Verts dans certains pays, mais pas partout. C'est-à-dire qu'on va avoir les Verts allemands qui vont faire leurs meilleurs résultats, probablement, ever. Bon. Et puis de l'autre côté, on va sans doute avoir les Verts italiens qui vont faire un tout petit résultat. Donc, il y a il y a à la fois des tendances lourdes et à la fois, il y a beaucoup de pays qui échappent à ces tendances lourdes. Et qu'en fait, l'extrême droite n'est pas partout présente, n'est pas partout un problème. Par exemple, en Roumanie, l'extrême droite n'existe plus. Alors, si on peut parler d'extrême droite, c'est un peu phagocyté par le Parti social-démocrate, qui est un parti membre de l'Internationale socialiste. Bon, mais c'est quand même une situation un peu particulière. Bon. Donc, en fait, chaque pays a des situations particulières. Et on va y revenir, oui. Qui sont, mais il y a quand même des tendances qu'on n'a pas trop vues, mais qui sont plutôt, à mon avis, des tendances encourageantes, en particulier la montée en puissance des Verts, dans une grande partie de l'Europe, et pas dans toute l'Europe. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire, Ludovic, sur la montée la percée un petit peu des écolos? Effectivement, non, je suis assez d'accord avec l'analyse, c'est-à-dire il y a une poussée, c'est évident. Après, les scores sont peut-être à nuancer dans certains pays. Donc effectivement, le score le plus spectaculaire, c'est l'Allemagne. Il y a un doublement des députés des Grünen. Techniquement, si je ne me trompe pas sur les chiffres qui sont sortis, c'est 22% pour les Grünen, donc ils prennent la deuxième place, effectivement. Ouais, c'est du jamais vu. Aux dépens des sociodémocrates traditionnels, SPD, qui font 15,6%, seulement 16 sièges. Donc les Grünen ont 22 sièges, et si je retrouve ma statistique, ils n'avaient que 13 députés en 2014. Donc ça veut dire clairement que le groupe écolo au Parlement va être la dynamique, ça va être les Grünen et l'écologie allemande qui va mener aussi le tempo. Donc ça va être intéressant à suivre. Un peu derrière, on attendait très fort, par exemple, GroenLinks, qui est un parti de gauche écolo aux Pays-Bas, emmené par Jesse Clavers, qui est un homme politique assez charismatique, qui a fait un moins bon score finalement, puisque les sociodémocrates ont bien tenu. En Belgique, on parlait beaucoup de Groen et d'écolo. On a publié un long reportage sur un peu les métamorphoses. François Bonnet, sur place. Exactement, qu'on a publié la semaine dernière sur un peu l'écologie en Belgique. Alors là, on est encore sur des résultats provisoires, mais les derniers chiffres, c'était donc il y avait un coude à coude sur la région de Bruxelles entre Écolo PS et la droite du MR. Là, tu parles des élections régionales. Oui, parce que en Belgique, il y avait aussi un scrutin comme racontait Amélie, fédéral. Exactement, c'est un peu, ça va dans tous les sens, mais ça indique effectivement une poussée de l'écologie. Mais là, typiquement, le PS résiste très bien. En Wallonie aussi. Et finalement, Groen, c'est-à-dire le volet flamand en Belgique, progresse aussi, mais peut-être pas autant qu'attendu. Voilà. Donc, et après, ce que vous disiez aussi, c'est qu'on retombe aussi sur les histoires de l'écologie qui restent des partis très forts dans le nord de l'Europe et qui sont moins présents, que ce soit en Espagne, en Italie, en Grèce, où on a des scores beaucoup plus modestes. Et absents à l'Est. Mais justement, c'est pour rebondir là-dessus, en me replongeant dans un texte de 2014, effectivement, les délégations françaises et allemandes qui aujourd'hui progressent, en fait, à l'époque avaient reculé. Et donc on avait un moment où les Verts, en 2014, avaient un peu reculé au niveau du global, du Parlement européen et en Europe. Dans les zones d'implantation historique, dans les zones de force des Verts, ils avaient fait des scores stables ou médiocres. Et en revanche, il y avait eu une sorte de petite, enfin modeste, mais petite diffusion ailleurs, y compris d'ailleurs en Europe centrale. Et ce qui se passe là, on va voir avec les chiffres exacts, bien sûr, mais c'est que les deux grosses délégations allemandes et françaises vont sans doute monter en puissance, en particulier les Allemands, à l'intérieur du groupe. Et j'ai l'impression que dans d'autres pays d'Europe du Nord, comme le disait Ludovic, eh bien, les zones d'implantation historique, les Verts, à ce moment-là, remontent et peut-être vont
proportionnellement prendre plus d'importance dans le groupe, quoi. Amélie, on a beaucoup parlé, quasiment au point d'occulter un petit peu tout le reste, de la percée de l'extrême droite à ces élections européennes. Qu'en est-il de ce qu'on en sait là pour l'instant Alors, c'est un petit peu difficile parce qu'il nous manque le score de l'Italie. Et donc, la Ligue étant un élément important de cette extrême droite européenne, avec Matteo Salvini qui a mené une campagne très active avec de nombreux déplacements et il a reçu aussi beaucoup de leaders des extrêmes droites européennes chez lui dans son fief à Milan. Il a été donc très offensif pendant cette campagne électorale et là c'est un petit peu difficile du coup de dresser un pronostic, mais de fait, bon, avec le score attendu donc du Rassemblement national et aussi le score non négligeable du FPE, l'extrême droite autrichienne, malgré le scandale qui a éclaté la semaine dernière sur un possible rapprochement avec la Russie. Du coup, ce groupe, donc Europe des Nations et des Libertés, serait quand même en nette progression. Pour ce qui est de l'Autriche, sur les résultats sortis des urnes, enfin en tout cas les estimations, le FPE serait à 17,5%, ce qui est pas loin du niveau qu'il avait déjà en 2014, où il était à 19%. C'est finalement les conservateurs autrichiens qui tirent leur épingle du jeu avec une nette progression de 7 points. Mais sinon, sur les extrêmes droites, du côté des conservateurs et réformistes européens, a priori, ils se maintiennent très bien également. Et après, toute la question va être qu'est-ce que va faire le Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, puisque lui, il a par contre remporté l'un des meilleurs scores de toute l'Union européenne. Il a récolté aujourd'hui, a priori, d'après donc, les sondages sortis des urnes, encore une fois, 55% des voix. Ce qui est un score considérable. Ceci dit, c'est dans la continuité de ces dernières années. Viktor Orban est dans une forme d'hégémonie en Hongrie. L'an dernier, aux législatives, il avait recueilli déjà près de 50% des voix et il avait déjà 12 eurodéputés sur les 21 de la délégation hongroise au Parlement européen. Donc, en fait, il resterait sur cet ordre de grandeur. Donc, il n'y a pas forcément un bousculement. Par contre, depuis des mois, et on l'a chroniqué dans Mediapart, toute la question est de savoir si le Fidesz va rester au sein du PPE, au sein de la droite traditionnelle, entre guillemets, ou est-ce qu'il va justement faire alliance avec les Le Pen, Salvini, etc. Et dans ce cas-là, venir grossir les troupes de l'Europe des Nations et des Libertés, ou en tout cas ce groupe parlementaire-là. Là, la question est ouverte et je pense que dans les prochaines semaines, on va devoir suivre ça et Orban va beaucoup faire parler de lui, à mon avis, parce que là, il va mettre vraiment 12 sièges dans la balance. Et si le PPE est effectivement en net recul, comme on le voit, il aura probablement besoin de ces 12 sièges-là. Ludovic. Ouais, juste pour compléter sur l'extrême droite, peut-être 2 scores de partis un peu emblématiques qu'on connaît bien aussi en France, qu'on a suivis. Alternative pour la démocratie, pour l'Allemagne, AfD. Donc, qui avait fait en 2014 7% et 8 eurodéputés. Ils en sont à 10,5 et 10 députés, donc il y a une progression. Mais en fait, ils sont un peu retombés. Si on compare au score, ils étaient à 13% aux législatives qu'il y a eu en 2017. Donc là, on voit qu'il y a un peu un tassement quand même dans la dynamique du pays. Donc c'est intéressant parce que ça permet de nuancer un peu le discours sur la poussée à tous les coups de l'extrême droite. Et l'autre partie un peu qu'il faut suivre, Vox, en Espagne. Alors Vox, qui n'existait pas, qui n'en existait pas en 2014, là il ferait 8%. Alors c'est intéressant aussi parce que c'est un peu moins que les 10% qu'ils ont fait aux législatives d'avril. Et si je dis ça, c'est aussi intéressant parce qu'en Espagne, le scrutin, là, visiblement, donc le résultat pour les européennes en Espagne, PSOE à 30%. Là, ça reste fragile parce que c'est pareil, c'est l'Espagne. Donc les socialistes du PSOE à 30% et le Parti populaire qui ferait un peu plus que 19%, c'est-à-dire bien au-dessus de son score des législatives d'avril. Donc il y aurait un effet comme ça de renforcement quand même des 2 partis principaux. Donc Vox perd et du coup aussi Unidas Podemos, la coalition des gauches,
Je rappelle que Podemos avait surgi un peu aux européennes de 2014 avec 8%, et là, il tourne autour de 12%. Voilà. Très bien. Je me permets d'ajouter mon grain de sel, moi aussi, en termes de résultats, puisqu'on vient de me communiquer ceux du Portugal, qui verrait le PS portugais entre 31 et 34%, pardon, face aux conservateurs qui sera entre 22 et 25, et le bloc de gauche, qui est un peu l'équivalent, si on devait transposer à gros traits et voir un peu caricaturalement ici, l'équivalent de ce qu'était le front de gauche en temps, était entre 8,5 et 11,5%. Ça me permet de me tourner vers Fabien pour faire un petit point sur la social-démocratie. Qu'en reste-t-il là, en Europe, Fabien Scalona? Alors, d'abord, il faut dire qu'effectivement, il y a des remontées électorales dans plusieurs pays, notamment dans le sud, on l'a dit. Donc, le Portugal, il faudrait voir par rapport à 2014, je n'ai pas le chiffre en tête. En tout cas, c'est sûr que voilà, par rapport aux dernières tendances, ça va un peu mieux de leur côté. Au niveau, alors, à chaque fois, cependant, ça n'annule pas, on va dire, la dernière décennie, où il y a eu des reculs quand même assez massifs. Et donc si on se focalise sur le Parti socialiste espagnol, de fait, Sanchez, il a sauvé son parti, c'est le premier parti du pays, donc on ne peut pas remettre en cause le succès. Néanmoins, avec le score qu'il a aujourd'hui, il ferait un des plus mauvais scores du parti aux européennes qu'ils connaissent depuis qu'ils ont intégré l'Union européenne. Donc à chaque fois, il y a des succès à reconnaître, mais après, à chaque fois aussi à relativiser par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Donc voilà, il y a ces éléments-là. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a des... Donc après, il y a plusieurs petits pays, petits pays plus ou moins importants dans lesquels ils progressent. J'avais noté notamment qu'apparemment au Danemark, ils progressent également. En Finlande aussi. Et puis, il y a un autre pays où ils ont très nettement progressé, c'est les Pays-Bas, où là, c'est assez spectaculaire, parce que c'est un parti qui s'était littéralement effondré, là, qui a doublé son score des précédentes européennes et qui est aujourd'hui à 18, il me semble, aux Pays-Bas. Donc c'est symbolique parce que leur chef de file, c'était Frans Timmermans, qui est le chef de file des sociodémocrates au niveau européen. Donc c'est soi-disant la bataille pour la tête de la Commission. Et possible président de la Commission européenne. Ouais. Voilà, et donc, alors beaucoup disent que c'est sans doute le fait qu'il soit justement candidat des sociodémocrates à ce poste-là qui a fait qu'il y a eu une sorte de prime à ce parti-là, et en remarquant que quand même les sociodémocrates néerlandais sont parmi les plus à droite de la famille. Et pour contrebalancer, pour montrer la complexité du grand tableau, c'est qu'effectivement, il y a aussi des échecs retentissants. Ça a été le cas en Roumanie qu'on a évoqué rapidement, où là, ils perdent 12 points. Donc c'est lié, peut-être Amélie pour en dire un mot tout à l'heure, il y avait un référendum en même temps sur les sujets sur lesquels clairement c'est un parti très impliqué dans la corruption, pourrait-on dire. Voilà, pourrait-on euphémiser. On a publié cette semaine un long papier dans Mediapart sur les scandales qui éclaboussent le Parti social-démocrate roumain. Du coup ça permet de bien comprendre le... Voilà. Et donc, allez le lire car en ce moment c'est en accès libre. Sur voilà, donc ça ne les avait pas empêchés de faire des bons scores jusque-là, mais quand même là il y a un effet sanction qui est assez net, et 12 points c'est aussi le recul. Encore une fois, de scrutin européen à scrutin européen, c'est le recul qu'on observe en Allemagne. On l'a évoqué tout à l'heure, quand les Verts passent devant, c'est vraiment historique. Et l'Allemagne, je veux dire, c'est le vaisseau amiral de la social-démocratie européenne. Donc là, il se passe quelque chose, et même en termes nationaux, même s'il faut être très prudent, etc., ça laisse une fenêtre d'opportunité aux Verts pour s'affirmer sans doute comme la force, entre guillemets, progressiste qui pourrait, en tout cas avantageusement... faire office de remplaçant, si jamais, aux sociodémocrates. C'est ça, parce que finalement, maintenant, la social-démocratie européenne n'est plus contestée comme ça avait pu être le cas. On l'avait déjà vu lors des dernières élections, notamment sur sa gauche, par l'émergence de certaines forces plus radicales, type Podemos, mais beaucoup plus par les écologistes, dont on me dit aussi qu'ils viennent de rentrer pour la première fois au Parlement européen au Portugal, où ils passent les 5% au Portugal pour la première fois de l'histoire. Amélie. Oui, alors moi je voulais juste rebondir très rapidement sur la Roumanie, parce qu'en fait il s'est passé quelque chose d'assez étonnant aujourd'hui en Roumanie, au-delà du référendum, c'est l'apparition d'un nouveau parti qui débarque avec
25% des voix. C'est un parti qui a été créé l'année dernière dans la foulée des mouvements anticorruption dont on a parlé aussi dans le journal et qui se sont développés depuis 2015, justement en opposition à ce gouvernement en parti social-démocrate lié à d'importants scandales de corruption. Et donc ce parti arrive comme ça avec 25% des voix et va du coup renforcer, on a parlé du Parti libéral, de la LDE, enfin la formation qui rassemble tous les partis libéraux au Parlement européen. On a dit qu'elle était en progression et effectivement la délégation roumaine sera certainement l'une des importantes délégations de cette formation. Très bien. Christophe Bouillot, un commentaire sur cette deuxième vague de résultats. Difficile d'aller plus loin avec ce qu'on a actuellement. Après, pour revenir quand même sur le rôle central des Verts, on peut imaginer qu'au sein du Parlement européen, le fait que les Verts allemands aient une très forte délégation, que les Français aient une délégation aussi non négligeable, leur permettra effectivement de jouer un rôle encore plus important, peut-être plus important que leur poids numérique. Parce qu'effectivement, dans l'ensemble des négociations qui ont lieu au sein du Parlement européen pour produire la législation, c'est sûr qu'un groupe de gens qui, en général, sont réputés pour travailler, comme les Verts, peut avoir un poids assez important. Parce que déjà, dans les parlements européens précédents, en fait, si vous regardez, les Verts, en fait, c'est toujours un petit groupe partisan. Qui est en fait le groupe partisan au Parlement européen qui vote de manière la plus unie. C'est-à-dire tous les autres, ils sont un peu le PPE, le PSE, de temps en temps, ils se... Mais le groupe des Verts, qui comprend aussi des régionalistes de gauche, et en fait, vote de manière assez cohérente. Et on peut imaginer que cette petite cohorte, effectivement, franco-allemande, là, pour le coup, réussisse quand même à impulser quand même un peu... une dynamique un peu plus écologique au sein du Parlement européen. Ce qui est déjà le cas, qui a déjà été le cas par le passé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, avec quelques petites ramifications, effectivement, sur d'autres pays. Très bien. On va peut-être faire un petit tour pays par pays pour avoir un peu plus, rentrer un peu plus dans le détail de certains résultats. Pardon ? Peut-être le Royaume-Uni. On va peut-être commencer par le Royaume-Uni. D'abord, je voudrais juste te laisser la parole, Ludovic, pour annoncer, parce que tu vas le faire mieux que moi, un autre live exceptionnel que nous allons offrir aux abonnés de Mediapart. Ce sera jeudi prochain. S'il pleut et que vous ne savez pas quoi faire d'autres jours fériés, vous pouvez passer l'après-midi à écouter, parler. Et même s'il fait beau, mais s'il fait beau, vous pouvez prendre la tablette, aller regarder ça au parc ou sur la plage, tu vois, un truc on regarde en même temps, quoi. Ludovic, peux-tu nous raconter un petit peu juste quel est cet après-midi de débat que nous organisons? Ouais, 14h-17h, jeudi prochain, avec un plateau, une dizaine d'invités qu'on a invités à Lyon, avec Amélie et Fabien pour animer 3 heures de débat. Ça s'appelle Le Jour d'après, en partenariat avec les Nuits Sonores à Lyon. L'idée est de essayer de débriefer, brainstormer sur ce qui va se passer après, tirer un peu les conclusions pour les gauches de ce scrutin, de manière beaucoup plus précise, on l'espère, que ce qu'on est en train de faire de manière assez impressionniste ce soir. Mais néanmoins brillante. Ouais, mais ça je te laisse juger. Et du coup, avec aussi, on va essayer de faire venir des points de vue assez différents. On fait venir des gens de Pologne, de Grèce, pour essayer d'européaniser ça. Et avec un dernier plateau qui sera consacré justement aux grandes batailles qui arrivent sur les questions commerciales, sur les questions migratoires aussi. Et le troisième m'échappe. Mais voilà, on a essayé... sur les traités de libre-échange, ah oui, ça tu l'as souligné, et sur le climat. Le climat, évidemment, et Banque européenne du climat, qui a été une grande question dans le débat. On va essayer de voir un peu qui sont les alliés, est-ce que c'est possible, comment ça va marcher, etc. Voilà, donc ça c'est à Lyon, jeudi prochain. Ça sera en accès libre sur mediapart.fr. Et ce qui d'ailleurs peut ne pas vous empêcher de vous abonner ce soir, parce qu'il y a une offre spéciale de 6 mois pour 20 €. Elle s'affiche en bas. Ludovic, Royaume-Uni, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il faut peut-être recontextualiser un peu ça. C'était un scrutin très attendu. Normalement, il ne devait pas y avoir d'élection européenne au Royaume-Uni. Finalement, comme le Brexit n'a pas vu le jour, ne s'est pas concrétisé fin mars, il y a eu finalement des élections.
Donc, on a toujours des eurodéputés britanniques qui, en théorie, du coup, vont quitter le Parlement en cours de mandat dès fin octobre 2019. Alors, pour l'instant, les résultats, mais j'imagine que ça s'est affiné depuis. On est sur 31% pour le parti du Brexit de Nigel Farage, donc qui, à l'époque, en 2014, il avait fait à peu près le même score, mais à la tête du UKIP. Donc là, ça ne bouge pas trop, même si c'est assez spectaculaire. Forte poussée, même colossal des Lib Dem, les libéraux-démocrates qui sont, eux, anti-Brexit. Donc là, moi j'avais noté 19%, c'était avant de commencer l'émission à 21h, mais ça s'est peut-être un peu affiné depuis. Et ensuite, les deux grands partis, Labour, les travaillistes et touristes conservateurs, qui sont à 19% et 12% pour le parti de Theresa May, si je ne me trompe pas. Et les Verts qui font près de 10%. Ouais, alors les Verts avaient déjà fait un gros score, hein. Ils étaient déjà 3 sur le mandat précédent, donc c'est pas non plus une énorme surprise pour les européennes. Là, ce qui est intéressant, au-delà de, on voit de façon la division énorme, l'effondrement des partis qui ont géré le Brexit, le vote sanction contre les conservateurs qui n'ont pas été capables de concrétiser le Brexit, évidemment la stratégie de Farage qui a cartonné, et la question des Lib Dem, c'est intéressant dans l'optique qui vont être les alliés d'Emmanuel Macron à Bruxelles et Strasbourg. Là, clairement, si les chiffres se confirment, on est sur 14 eurodéputés en plus qui vont directement dans le parti des libéraux. Directement, mais provisoirement avant d'en repartir, quoi. Oui, alors moi, après c'est là où, si vous voulez, on peut en discuter, mais ils sont peut-être même partis pour durer un peu. Hein, donc, et de toute façon, ça va être important dans les rapports de force, puisque au Parlement, mais là, j'anticipe peut-être un peu sur la fin du débat, mais la question des rapports de force initiaux est hyper importante pour récupérer les présidences de groupe, les présidences même du Parlement, voter la Commission européenne, le président de la Commission, des différents commissaires, etc. Donc de toute façon, j'imagine que ces eurodéputés vont être présents. Alors, après, il y a eu une décision du Conseil européen, donc les chefs de gouvernement, d'État et de gouvernement, c'était en mars, qui ont demandé à ce que les élus britanniques n'interviennent pas dans le processus. Alors, que les dirigeants britanniques n'interviennent pas. Mais pour les eurodéputés, moi, j'imagine qu'ils vont quand même vouloir avoir leur mot à dire. Donc tout ça va être une espèce de grand flou intégral. Rien n'est vraiment calé. Donc je pense qu'il faut quand même les prendre en compte. C'est quelque chose qu'il faudra suivre. Christophe Gouillot. Oui, je voulais intervenir sur le cas britannique que j'ai aussi un peu étudié récemment. En fait, il faut quand même se rendre compte de ce score, s'il est confirmé, de plus de 30% des voix pour le Brexit Party. Le Brexit Party, c'est un parti qui part de rien. Vraiment rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune organisation sociale, associative derrière. C'est véritablement une personne, Nigel Farage, avec de l'argent qui vient d'on ne sait où, qui organise Mediapart a d'ailleurs enquêté dessus cette semaine. Voilà, qui organise un parti qui arrive à mobiliser 30% des électeurs britanniques. Bon. Ces 30% des électeurs britanniques, ça permet de voir exactement qu'il y a 30% de Britanniques, qui essentiellement sont des Anglais, sont véritablement des indépendantistes, en fait, qui veulent vraiment quitter l'Union européenne. Mais c'est-à-dire qu'il y a un noyau dur de 30% des gens. Le reste, des 60%, des 70%, eux, ils ne veulent pas, globalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est vraiment dans une situation très compliquée où ces 30% ont gagné le référendum de 2016. Ils ont une certaine légitimité démocratique. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et j'insisterai aussi sur le fait que Nigel Farage était réputé au Parlement européen pour faire des happenings. C'était celui qui faisait les plus beaux discours. C'est celui qui était le plus emmerdeur. Oui. Bon. Et oui. Les plus beaux discours, c'est beaucoup de Les plus beaux discours. Non, il avait quand même un côté. Il leur crachait à la figure avec une élégance toute avec britannique. panache, quoi. Un certain panache. Bon. D'accord. Il s'est construit un personnage. Mais imaginez Nigel Farage qui arrive avec un groupe, alors je ne sais pas combien de députés, qui vont arriver là pour mettre le bordel. En fait, il peut jouer le fait de se faire évacuer manu militari. Enfin, si j'étais lui, je jouerais ça. Je me fais évacuer par les huissiers et je crie à la dictature. Donc, et vous faites ça pendant un certain temps. Bon, et ça veut dire que le Brexit, il faut trouver une solution. Et par ailleurs, ces députés, tout cet équilibre, vous voyez, beaucoup de députés libéraux-démocrates, beaucoup de Verts. Alors bien sûr, les partis qui ont récupéré ces députés, ils aimeraient bien les garder. Donc là, il va falloir prendre une décision assez rapidement. Ça va être d'autant plus compliqué qu'il faut resituer dans le contexte politique britannique. Oui. Démission de Theresa May, départ le 7 juin, donc il y aura une course
une bataille interne aux conservateurs pour prendre la tête. La campagne électorale va se faire sur fond de... Il n'y aura pas de... il y a pas de en fait, ils vont changer de... il change au sommet. Mais il va rester conservateur. Il va avoir le vote des militants. Voilà, c'est ça. Le vote des militants conservateurs. Du coup, il n'y a pas de bataille électorale globale. Mais par contre, moi, pour revenir un peu en arrière, je trouve que on a beaucoup dit au moment où il y a eu des élections convoquées en Royaume-Uni que ces élections européennes allaient servir comme un second référendum sur le Brexit, ou qu'enfin on avait le second référendum, etc. Je pense que là, déjà, la manière dont la campagne a été faite, ça a l'air très mal et très approximative et dans la précipitation, fait que c'est pas du tout ce qui s'est passé, et que là, la manière dont, de toute façon, le pays reste hyper divisé. On voit bien avec parce quand même du Brexit, on peut rajouter les 12 conservateurs. Je n'ai pas regardé ce qu'avaient fait les indépendantistes écossais, mais on peut imaginer que de toute façon, on voit bien qu'il y a une division profonde et que ça reste la grande question à régler, et que politiquement parlant, alors là, d'ici fin octobre, si on a un Boris Johnson qui vient, ça va être assez explosif, effectivement. Parce qu'en fait, derrière, c'est la survie du Parti conservateur. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, le vieux Parti conservateur, là, il est obligé de choisir. En gros, depuis l'époque de Margaret Thatcher, il a joué le jeu permanent. Il est à la fois pro-européen en pratique et il tient un discours très eurosceptique. C'est-à-dire Cameron, c'était ça. C'est je séduis mon aile eurosceptique, mais je suis quand même un bon Européen par ailleurs. Au Conseil européen, je me comporte à peu près correctement et j'accepte les lois européennes. Là, on arrive au fin de cette logique. C'est-à-dire que le Parti conservateur, maintenant, doit choisir. Soit je deviens le parti of the Little Englanders, des petits Anglais. C'est-à-dire que, et je prends le risque de la sécession de l'Écosse et éventuellement de la réunification de l'Irlande, ou alors, j'accepte que je suis finalement un parti un peu similaire à nos Républicains, à la CDU, je suis un parti pro-européen. À ma connaissance, la base du parti, les gens qui vont voter, les militants, sont plutôt du côté eurosceptique. Donc, ils risquent éventuellement d'élire un leader eurosceptique. Mais ce leader eurosceptique n'a pas nécessairement tous les députés de son côté. Donc, il ne pourra rien faire voter. Par contre, il peut tenter, il devient Prime Minister, et là, ensuite, il dit « je fais un no deal, je passe en force ». C'est l'hypothèse Boris Johnson. C'est en gros, puisque vous êtes comme ça, et je fais un no deal au 31 octobre, les Européens, et... Bon. Mais ça veut dire qu'on aura par ailleurs, ça veut dire qu'on aurait, dans cette hypothèse-là, on aurait Boris Johnson au sein du Conseil, ce qui est quand même déjà donc l'ancien maire de Londres, avec Viktor Orban qui joueront au Tetris. J'insiste du coup parce que ça veut dire que c'est toute la période où on va avoir les nominations, le mercato européen qui va s'ouvrir. Alors c'est pour ça que le Conseil, le dernier Conseil européen a abordé le truc, qu'ils avaient anticipé cette option-là. Et donc clairement, ils ont décidé que Londres n'aurait pas son mot à dire sur la nomination, président de la Commission, etc. Mais reste à voir si, comme cette décision est totalement... c'est même pas un règlement, c'est un communiqué du Conseil. Reste à voir si ça va être tenable, quoi. Et donc ça promet des semaines un peu agitées, beaucoup plus compliquées à mon avis qu'en 2014 pour les nominations. On va suivre ça avec intérêt. On va changer de pays, on va aller faire un tour du côté de la Grèce. Amélie, qui connaît bien ce pays. Tu as été d'ailleurs en reportage cette fois-ci, ces derniers mois, pour notamment nous donner des nouvelles de l'après-crise, même si elle continue encore un petit peu, mais un petit peu nous donner le sentiment un peu du pays. Ce soir, Alexis Tsipras... Ce soir, c'est plutôt un échec pour Tsipras, puisqu'il ne récolte que 25% des voix, ce qui est quand même déjà un score tout à fait honorable, et qui est quand même dans la continuité de ce qu'il avait fait en 2014. À ce moment-là, il n'était pas encore au gouvernement, il était à 26,6%. Mais la droite de Nouvelle Démocratie est très largement devant, avec 33% a priori ce soir. Donc c'est effectivement un échec pour Tsipras, mais ceci dit, le pari du gouvernement, en tout cas les gens que j'avais rencontrés justement dans cette série de reportages que j'ai réalisé il y a quelques semaines, le pari c'était un petit peu de dire, on laisse passer cette élection, ok, on l'a ratée, c'est aussi la lassitude des électeurs. Tsipras est aussi arrivé dans un moment difficile. Il y a eu le non au référendum à l'été 2015 et ensuite la réédition face aux demandes et aux exigences des créanciers du pays. Donc Tsipras a quand même fait une volte-face qui a été très très mal perçue, en particulier de la part de ses électeurs de gauche. Et une partie de ses électeurs est revenue vers lui, mais une partie n'est
clairement pas revenu. Ouais. Et donc le pari en fait du gouvernement, c'était un petit peu de laisser passer ces élections pour se concentrer sur les prochaines qui sont bien plus importantes, en tout cas aux yeux du gouvernement de Tsipras. Ce sont les législatives qui se tiennent à l'automne prochain. Donc là, ça laisse quelques mois à Tsipras pour se remonter et pour convaincre, encore une fois, les électeurs que s'ils élisent à ce moment-là la droite, toutes les mesures sociales qui ont été mises en place par Syriza risquent d'être coupées. Rassure-nous, le PASOK n'est toujours pas dans le paysage. Hein, le PASOK qui a changé de nom entre-temps est très très loin. A priori, il est quand même dans le Parlement européen, mais comme on est là dans la fourchette d'erreur, c'est difficile de se prononcer. En revanche, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que l'extrême droite, on a parlé tout à l'heure de Vox, et je pense qu'à ce niveau-là, la Grèce est sur une trajectoire assez similaire à l'Espagne, où l'extrême droite a longtemps été inexistante du paysage politique. En Grèce, en fait, elle est apparue en 2012 sous la forme du parti néo-nazi Obdoré, mais entre-temps, ce parti, qui est une organisation criminelle, qui a été lié notamment à un meurtre et à un certain nombre d'agressions, est en procès depuis 3 ans. Et finalement, je crois que ça a coupé l'élan, en fait, d'Obdoré. Et là, ils sont en dessous de 6%. En fait, ils sont cantonnés à un niveau relativement stable, finalement, depuis 2012. Donc ça, c'est aussi peut-être une des bonnes nouvelles de ce scrutin. L'extrême droite ne progresse pas partout et c'est quand même la grande nuance qu'on peut apporter à ce diagnostic. Et puis sinon, juste pour terminer sur la Grèce, 2 petits partis qui avaient progressé ces dernières années, qui étaient l'un, un parti centriste et libéral, Potami, qui est né pendant la crise et qui était une sorte de parti d'ajustement et qui essayait justement de s'inscrire dans cette dynamique libérale qu'on peut observer ailleurs sur le continent. Ce parti-là, clairement, sort de la carte. Il est en dessous de 2%, donc autant dire qu'il est sur la voie de la disparition. De même que ANEL, le groupe des Grecs souverainistes, enfin Grecs indépendants, qui avaient participé à la coalition gouvernementale avec Tsipras, mais en sont sortis dernièrement justement sur un désaccord diplomatique avec Tsipras. Finalement, ils ont montré qu'ils n'avaient pas réussi à gagner assez de crédit auprès des électeurs, et là, ils sont également en dessous des 2%, donc assez insignifiants politiquement. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur la Grèce ce soir. Très bien, on retraverse la Méditerranée, on remonte le Kievrin pour aller jusqu'en Belgique, Ludovic. Non, je voulais juste faire parce qu'on a parlé plein d'extrême droite. Il y a le cas, alors là on revient en régional, mais assez sidérant, en Flandre, donc la partie le nord de la Belgique, qui est aussi la région la plus peuplée, la province la plus peuplée du royaume. Donc là on avait les indépendantistes flamands de la NVA, Bart de Wever, grande figure de la politique belge qui ultra domine la politique flamande. Il est un peu en retrait. Donc il retombe à 27%, ce qui est un peu moins et ce qui n'est pas très bon pour la dynamique. Ça, c'est au niveau régional. Et la surprise, ça vient du Vlaams Belang, donc qui est l'extrême droite alliée de Marine Le Pen, qui passe au niveau régional de 6 à 18%. Donc ils triplent le score et ils sont carrément le 2e parti de Flandre. Pour donner, donc je parlais des écolos tout à l'heure, ça s'appelle Groen en Flandre. Ils passent de 8,7 à 10,7%, donc ils prennent juste 2 points. Et donc, alors je ne vais pas trop miser sur une analyse globale parce que je n'avais pas les résultats en commençant l'émission et je n'ai pas envie de les actualiser en vitesse. Mais en gros, on voit bien qu'il y a une difficulté pour la Belgique, pour les négociations qui arrivent. C'est qu'on aura une Wallonie qui quand même est très forte sur ses partis de gauche, avec un PS qui reste très solide, Écolo qui est en forte poussée, le Parti du travail belge, PTB, qui est à plus de, on disait 11% visiblement en Wallonie, alors ça a dû bouger depuis, ça a dû s'affiner. Mais donc on a des partis comme ça, vraiment une poussée quand même vers la gauche, tandis que la Flandre durcit sur la droite. Donc après, comment on fait au niveau fédéral pour former un gouvernement? Ça va être la grande question, ça va prendre sans doute des semaines et des mois. Et il va y avoir un débat, je pense, en Flandre,
très rapidement sur la question du cordon sanitaire. Il a même déjà, je pense, commencé sur est-ce que Bardo Wever est prêt à faire une alliance avec le Belang ou pas. Ça va être des questions qui vont être dans le débat très vite, sur lesquelles qu'on va essayer de suivre, évidemment, parce que c'est des questions, voilà, la question du cordon sanitaire, elle a aussi ressurgi, par exemple, en Espagne, au moment de Vox et des négociations pour des exécutifs, etc. Donc, voilà, ça va... Même si, effectivement, il y a des pays où voilà, le logiciel extrême droite versus pro-européen n'a pas du tout fonctionné, là, on voit aussi des résurgences d'extrême droite qu'on pensait un peu voilà, disparues. Très bien, Ludovic. On va peut-être faire l'impasse pour le moment, sauf si on donne des résultats dans l'oreillette, ce qui serait super, sur l'Italie, parce qu'on n'avait pas les bureaux de vote ayant fermé. On n'a pas. 23 heures, On a, ferme à 23 heures. On n'avait pas d'éléments. Oui, donc en même temps, là, ils sont toujours ouverts, donc on n'en a pas plus. Je vais te laisser la parole, Ludovic, puis on repart vers l'Espagne. Où on l'a déjà dit beaucoup. Ouais, on a peut-être déjà dit l'essentiel, non, sur voilà, je rappelle, Manuel victoire des Valls socialistes du PSOE. a fait 11% à la mairie de Barcelone. Non, mais juste pour le plaisir de le rappeler. Il faut faire attention. Encore une fois, il faut faire attention sur les mairies parce que ça arrive, ça s'affine avec les grandes villes. Ça a peut-être un tout petit peu bougé, mais non, ce qui est intéressant, visiblement... Non, tu nous as pas donné les résultats de les estimations autour des scores de Podemos 12%, ce que j'ai noté, ouais. Donc ils avaient fait 8% il y a 5 ans. Et ils améliorent leur score de la dernière fois, quand même. Ouais, mais par exemple, par rapport aux législatives 2015 et 2016, où ils étaient à 18-19%, ça reste quand même... On voit que la dynamique, là, le PSOE et les socialistes ont repris du terrain. Il faut bien avoir en tête que là, le débat depuis un mois en Espagne, c'est... il y a la question catalane, évidemment, mais il y a aussi, est-ce que les PSOE et Podemos vont s'associer pour former un gouvernement. On parle de Pablo Iglesias qui entrerait dans un gouvernement. Donc on est aussi sur ce type de questions-là, ce qui fait que c'est pas forcément évident pour faire campagne en même temps et marquer le terrain de manière... voilà, ils ont pas... Je pense ça a été une liste très compliquée à mettre en place. Le chef de file a démissionné en cours de route. Ce qu'on peut peut-être dire quand même sur la GUE, et on peut peut-être terminer par là sur le paysage un peu européen, c'est la gauche unitaire européenne, donc ce groupe au Parlement européen qui rassemble... Avant de parler de la GUE, parce qu'il faudrait qu'on parle de l'Allemagne, non? On n'a pas, on a un peu dit l'essentiel. Bon, si on a dit l'essentiel. Alors je te laisse, je te fais confiance, Ludovic, vas-y. Ouais, non mais ça me semble, c'est peut-être bien de terminer par là sur le côté... donc, ils étaient le 5e groupe au Parlement sur 8, gauche unitaire européenne, dans lequel on retrouve les Insoumis, dans lequel on retrouve Syriza, Die Linke en Allemagne et Podemos en Espagne. Là, ce qui va être intéressant, c'est sur... Donc là, visiblement, c'est un groupe qui perd un peu des députés. Ce qu'on avait un peu raconté cette semaine avec Amélie sur un peu les difficultés pour les gauches radicales à exister face à la poussée des écolos, etc. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a un enjeu aussi sur la présidence du groupe. Et là, on voit par exemple que Podemos, quand même, qui renforce ses positions, peut être un client sur la présidence du groupe. Peut-être Syriza aussi. Je ne sais pas s'il y a des... Voilà, mais ils ont peut-être un profil très différent aussi de Podemos. Pour les Insoumis, ça paraît du coup un peu plus compliqué. Vu le score qu'ils ont fait en France. Voilà, c'était juste pour dire ça, parce qu'il y a Et Die Linke, oui, ils ont fait 5,5%. Si je ne me trompe pas cette fois-ci, contre 8% en 2014. Donc là aussi en retrait, donc ça paraît plus compliqué pour la présidence du groupe aussi. C'est intéressant parce que apparemment Die Linke fait un score un peu moins, donc les Allemands, la gauche radicale allemande fait un score un peu moins que la dernière fois. C'est autour de 6%, 6-7%. Voilà. Le PC qui avait pu avoir des élus par le front de gauche en France n'en aura pas. Et donc tout ça, c'est les partis qui sont liés au PGE, donc au parti de la gauche européenne. Et ceux qui avaient essayé de se décoller de ça, puisque Syriza est aussi encore dans le PGE, c'était justement la France Insoumise, qui, malgré son score médiocre de ce soir, va avoir plus d'élus que la dernière fois. Oui, mais quel énorme, parce qu'ils en avaient qu'un. Voilà, et donc Podemos va aussi avoir plus d'élus, a priori, avec 12 plutôt que 8%, ils vont aussi avoir plus d'élus. Il faudra regarder le bloco portugais, il me semble que ça doit se maintenir. Donc eux, ils avaient formé cette coalition qui s'appelait Maintenant le Peuple, et qui voulait pas, qui n'aura pas les moyens d'ailleurs de faire autre chose que le groupe de la GUE, mais qui se distinguait en termes de nouvelle gauche radicale par rapport, on va dire, à la vieille gauche classique, post-communiste, qui était animée par les Allemands. Donc eux, c'est pas très brillant ce qu'ils ont fait là, mais on peut se dire que leur poids va quand même s'améliorer au sein de la GUE.
Même pour aller dans le sens de ce que dit Fabien, je pense, même s'il ne le dit pas comme ça, Jean-Luc Mélenchon, quand il était eurodéputé, avait très envie il imaginait, je pense, une présidence très différente de la GUE, celle qui était occupée par Die Linke, avec une très forte présence des Allemands à l'intérieur de ce groupe-là. Et quelque part, même si France Insoumise ne fait pas un bon score ce soir en France, peut-être que de ce point de vue-là, il va obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire faire quitter les Allemands de la présidence et mettre à la place effectivement des représentants d'une autre gauche radicale, effectivement. Et un peu plus méridionale, peut-être. Oui. Alors, c'est donc pas une si mauvaise nouvelle que ça pour Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est un peu moins bon, c'est que visiblement les résultats s'affinent en France et que le PS est en train de passer devant la France insoumise. Catastrophique pour lui. Amélie, pardon, et nous allons bientôt conclure. Esquisser peut-être un début de conclusion sur ce scrutin. Moi, j'ai l'impression, on n'a pas encore tous les résultats, mais moi, j'ai l'impression que ça a quand même pas mal bougé du côté de l'Europe centrale. J'ai parlé de la Hongrie, où là, il n'y a pas de changement, c'est clair. En revanche, du côté de la Roumanie, je l'ai souligné, il y a vraiment l'émergence d'un nouveau parti avec un très gros score, donc c'est à souligner, mais aussi du côté de la Tchéquie, et ça c'est un parti dont on a parlé aussi pendant la campagne, puisqu'on a publié l'entretien avec le maire de Prague, qui est membre du parti Pirate, et ce parti fait aussi une belle percée. C'est un parti qui est assez récent au pouvoir en Tchéquie, donc il a la capitale Prague, il avait aussi percé aux dernières législatives, mais sinon, il y a quelques années encore, il n'existait pas politiquement. Et là, apparemment, il se dispute la deuxième place, juste après donc, le parti gouvernemental ANO, là aussi un parti très lié à la corruption, puisque le Premier ministre Babiš est actuellement sous le coup de poursuites à ce niveau-là. Mais en tout cas, le parti Pirate qui prône justement la lutte contre la corruption, mais aussi qui a dans son programme une dimension écologique. On a parlé des Verts en Europe centrale. La dimension écologique n'est pas forcément, se traduit pas forcément par la constitution de partis vraiment écologiques avec l'étiquette, mais en revanche, ça fait partie des revendications politiques chez un certain nombre de formations qui sont comme ça issues de la société civile, et c'est le cas de Pirates. Et il faudra observer, alors là, les résultats du côté de la Pologne viennent à peine de tomber. Il y a un nouveau parti aussi qui a émergé en Pologne dont on a parlé, qui s'appelle Printemps, et là aussi, c'est un parti qui est vraiment porté par des revendications sociétales, la défense des droits des femmes en particulier, la défense des droits LGBT. Ça, c'est vraiment des motifs qui reviennent dans pas mal de pays en Europe centrale et qui, aujourd'hui, enfin, trouvent un débouché politique. Et pour eux, justement, les élections européennes prennent tout leur sens parce qu'ils attendent aussi de l'Union européenne qu'elle prenne position sur ce genre de dossier. Donc là, on va, à mesure que les résultats vont s'affiner, on va pouvoir aussi affiner l'analyse et voir en quoi, en Europe centrale, c'est aussi en train de bouger à ce niveau-là. Si je puis me permettre une remarque assez générale, en fait, on voit dans ces élections européennes comme dans les précédentes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus pratiquement aucun grand parti capable d'englober toute l'Europe. C'est-à-dire que la GUE, par exemple, elle est très, finalement, ouest-européenne. Et le parti Pirate, par exemple, il va avoir un point en République tchèque, et puis l'autre point fort, ça va être en Islande, qui n'est même pas dans l'Union européenne. Donc là, en fait, il y a un éclatement complet du paysage des partis transnationaux. Parce que toutes ces nouvelles forces politiques qui émergent toujours, en fait, sur des considérations nationales. C'est-à-dire, par exemple, le parti roumain dont vous parliez, c'est des considérations nationales roumaines qui le font émerger. Un peu comme a émergé il y a quelques années en Italie le M5S, le mouvement 5 étoiles. Donc en fait, le problème de l'Union européenne, c'est qu'on va vers un système politique où vous avez, en gros, le centre historique qui était fait par les grandes internationales, démocrates chrétiennes, socialistes, libérales, en fait, est en train de s'affaiblir progressivement. Et puis, vous avez toute une série de partis nouveaux qui éventuellement sont en lien avec les uns avec les autres, qui ont des sympathies les uns avec les autres, qui vont faire des alliances, mais qui ne correspondent plus à des véritables internationales. Et ça, du coup, ça ouvre vraiment une complexité du jeu politique européen encore plus grand qu'avant. Finalement, c'est un peu, si on compare avec les élections qu'on a eues récemment en Inde, en Inde, on a le triomphe d'un parti, là, le BJP, qui est un parti qui est nationalisant. Et puis, au contraire, les partis régionalistes s'affaiblissent. Là, on a plutôt l'impression, à l'échelle européenne, qu'on a des élections européennes qui sont jouées de plus en plus sur des critères nationaux, où on gagne des élections nationales avec des idiosyncrasies très nationales. Et même au niveau de la Belgique, là on voit bien, en Belgique, il y a deux Belgiques, Belgique francophone, Belgique
flamingante. Et donc, avec des logiques différentes. Et c'est de plus en plus difficile. Et je pense qu'au niveau des groupes, des groupes partisans au sein du Parlement européen, il y aura plus en plus de diversité interne. Où on va... par exemple, le PPE, effectivement, moi je pense qu'ils essaieront de garder quand même Orban, parce que pour des raisons simplement de prestige, parce que c'est quand même un gagnant, parce qu'il a quand même été applaudi parfois dans les congrès du PPE. Mais en tout cas, les Républicains sont sur cette ligne-là. Voilà, on a justement France, interviewé Arnaud Dangean. Voilà. Il est sur la ligne C'est encore mon d'Orban côté et il veut gaulliste qui ressort. Orban à ses côtés. C'est mon côté gaulliste, en fait. Je suis un sous-marin gaulliste ici. Voilà. Et donc, de fait... mais du coup, ça fait que le PPE va être encore plus écartelé entre différentes tendances. Alors, c'est déjà le cas depuis longtemps. Mais je pense que c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que les partis européens sont de plus en plus divers à l'intérieur. Alors, peut-être qu'un jour, il y aura un reclassement complet. Peut-être que, par exemple, les pirates s'allieront avec les Verts, le M5S décidera... Il y avait déjà une eurodéputée voilà. du parti pirate allemande voilà. Qui était avec les Verts, en fait. Il était avec les Verts, mais pas officiellement. C'est que... Non, mais... Ça aussi, c'est une chose je voudrais souligner, c'est qu'en fait, les gens votent à l'échelle nationale, sur des critères nationaux, mais ne savent très peu, finalement, qu'ils votent pour un parti transnational. Ça, c'est quand même assez fascinant, comment on a des élections qui sont en quelque sorte avec... en gros, la porte est de plus en plus, finalement, fermée. Même par rapport aux années 80, on sait de moins en moins pour quel parti on vote. Au niveau européen. Par exemple, prenons, il semble que le PS rénové ait un bon score en France. Mais si vous regardez... Score, autour de 7%. Oui, mais un bon score par rapport à ce qu'on envisageait comme désastre. Mais si vous regardez ces documents de propagande, vous ne trouverez pas le logo du Parti socialiste européen. Vous ne trouverez même pas le mot socialiste. Il y a même, je crois, quelqu'un qui a mis... vice-président du groupe social-démocrate. Non, mais pour le coup, Raphaël Glucksmann a fait campagne en disant, par exemple, que lui, son président de la commission, c'était pas Franz Timmermans, son candidat, qui est le candidat officiel du PSE, mais il va plutôt siéger Paul à la fin. Qui est le social-démocrate belge, qui s'est illustré dans la bataille contre le CETA. Donc effectivement, là, on voit qu'il y a un jeu pour dire que là, il y a un jeu de positionnement. Et je crois qu'il l'assume en termes de stratégie, ça, pour le coup. Alors ça, juste les jours d'après, puisque ce sera le thème du débat consacré jeudi, auquel nous vous invitons à regarder jeudi après-midi sur mediapart.fr, 3 heures de débat sur le jour d'après. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques minutes avant de conclure, Ludovic, qu'est-ce qui se passe maintenant là? Très vite, là, c'est le début d'une longue séquence de négociations. Premier truc, c'est à partir de demain, tous ces partis qui sont élus et très éclatés, très disparates, vont essayer de constituer les fameux groupes politiques pour travailler au Parlement européen. Donc là, au précédent mandat, il y en avait 8, mais là, il y en aura peut-être que 7, il y en aura peut-être 12, on verra bien. Donc là, les négociations commencent. C'est quoi Il faut 7 pays et 35 députés. Si tout ça n'a pas changé. 35 députés issus de 7 pays. Ouais. Donc, ce qui avait été une des difficultés pour Marine Le Pen à l'époque en 2014. 25. Non, c'est 30, je crois. C'est plus le nombre de pays qui gêne que le nombre de députés. La difficulté pour Marine Le Pen, notamment en 2014, c'était qu'elle n'avait pas les 7 nationalités. Donc ça va être jusqu'au 24 juin. Ils ont jusqu'au 24 juin pour définir les contours de tout ça. Et donc, du coup, on y verra aussi clair sur le fameux groupe de La République En Marche et qui va s'appeler on ne sait pas comment, mais qui sera fortement inspiré des libéraux. En parallèle, il y a un conseil, un sommet européen des chefs d'État et de gouvernement, 20 et 21 juin. Là, on va faire le point, c'est-à-dire les dirigeants vont un peu analyser le scrutin et dire, bah voilà, pour la présidence de la Commission, on vous propose telle personne. Et après, il y a un vote au Parlement. Simplement, parallèlement, ce qu'a expliqué Fabien tout à l'heure, les partis européens ont chacun porté à leur tête un candidat pour la présidence de la Commission. Spitzenkandidat. Voilà. Donc en théorie, si le Conseil est bienveillant, il va aller choisir un des candidats portés par les partis européens. C'est possible vers ceux qui ont réussi les meilleurs résultats. Vu les scores de ce soir, et comme Emmanuel Macron a déjà dit qu'il était contre ce système, il est très possible aussi qu'on aille chercher des alliances pour faire des coalitions au Parlement européen, pour former des alliances un peu différentes. Donc c'est là où on rentre dans de l'inconnu. Avec potentiellement un président qui ne sera pas donc un de ses chefs de file. Donc ça, c'est la position que voudrait Emmanuel Macron. On parle parfois de Michel Barnier, de Margrethe Vestager, qui est la commissaire à la concurrence danoise. Il y a plein de gens, on va suivre ça en détail, ça va durer très longtemps a priori. Mais en théorie, il y aurait un vote au Parlement européen, courant juillet, sur la présidence de la Commission. Et après, on va rentrer dans le process de constituer l'équipe
pour la Commission européenne jusqu'à la nouvelle qui va arriver en octobre. Alors tout ça, c'est sur le papier, mais comme on l'a expliqué, le paysage est très éclaté. Il peut y avoir Boris Johnson à Bruxelles, tout peut se passer. Donc à mon avis, il va falloir s'accrocher un peu, suivre tout ça. Voilà. La stratégie d'Emmanuel Macron n'est pas encore limpide. Donc on va évidemment suivre ça jusque... Voilà. Première session du nouveau Parlement, c'est 2 juillet à Strasbourg, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Eh bien, autant de bonnes raisons de s'abonner pour s'accrocher et suivre tous les développements de notre équipe rédactionnelle qui ne va pas démériter et va continuer à travailler d'arrache-pied pour nous raconter un petit peu et nous rendre compréhensibles les méandres de la vie bruxelloise. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de cette émission spéciale élection européenne. Nous vous donnons rendez-vous donc dès jeudi prochain pour notre live spécial le jour d'après. Ce sera de 14h à 17h sur mediapart.fr et ainsi que très prochainement, c'est-à-dire à la mi-juin, le 12 juin, nous reviendrons peut-être avec un angle plus centré sur les gauches, sur les conséquences de ce scrutin. Je vous remercie à tous et passez une bonne soirée et vive l'Europe!